Bonsoir à tous, nous sommes en direct. Bienvenue, bienvenue pour ce nouvel épisode du comptoir PEDA. Je suis en compagnie d'Elodie. Bonsoir Elodie. Bonsoir Henri, Nicolas, tout va bien? C'est pas grave, j'ai l'habitude. Comment ça va? Ça va très bien. Vivement les vacances quand même, mais ça va très bien. Donc merci d'être présent pour ce nouvel épisode du comptoir PEDA qui ce soir va parler donc de l'intelligence artificielle et nous avons de nombreux inscrits. Visiblement le sujet intéresse, questionne aussi beaucoup. Je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, je suis Nicolas Henry. Henry est mon nom et Nicolas, mon prénom. Je suis en charge des solutions éducation dans l'équipe CNC Éducation. Et je prends le relais de mon collègue Sébastien, responsable de formation, qui anime habituellement ce comptoir PEDA. Je vais commencer par rapidement vous présenter l'entreprise pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc nous sommes une société, une entreprise spécialisée dans l'univers Apple. Nous revendons des produits Apple depuis plus de 20 ans et nous avons 84 magasins, comme vous le voyez, en Europe, puisque nous étions une entreprise franco-italienne et maintenant, depuis quelques semaines, nous avons de nouveaux collègues en Suède. Et avec tous ces nouveaux collègues et tous ces points de vente maintenant partout en Europe, ça fait de nous le revendeur Apple numéro un en Europe. Pour vous parler un petit peu de l'éducation, donc depuis 2001, donc nous sommes revendeurs Apple et ça fait maintenant une dizaine d'années que nous avons une équipe éducation dédiée qui mène à bien des projets numériques éducatifs. Là, vous le voyez, la carte des points de vente, ce sont les magasins. Ce sont les magasins qui sont destinés aux particuliers. Ce sont aussi les magasins qui nous permettent aussi d'avoir des centres de services agréés. Avec une couverture géographique un petit peu partout, ça permet d'avoir notamment de la réactivité lorsque vous avez besoin de changer un iPad qui serait tombé, qui est cassé. Alors j'évite le mot panne parce que c'est vrai que c'est plus marginal, hein. Mais effectivement, ça nous permet d'être réactifs de ce point de vue-là. Vous voyez maintenant la répartition en Europe. Je te laisse passer la diapositive suivante. Juste pour vous expliquer aussi pourquoi et quel intérêt d'avoir une équipe éducation, c'est que la mise en place de projets numériques éducatifs, ça se fait avec des étapes très précises à respecter, euh, même sur la phase de réflexion. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir des spécialistes, des experts dans ce domaine pour pouvoir accompagner les établissements sur toute la phase de préparation, de mise en place. Et ensuite, une fois qu'il y a la mise en place, bien sûr, il y a l'intervention technique. Et surtout, Elodie ne pourra pas me dire le contraire, il y a surtout la phase d'accompagnement qui est primordiale et qui fait que les enseignants sont prêts et que le projet fonctionne et surtout sur la durée aussi, pas juste au départ. Donc, sans transition, je vais présenter Elodie. Donc, Elodie, tu es professeur d'histoire-géographie et DNL anglais dans un lycée à Toulouse. C'est ça. Et tu es on se tutoie hein, parce qu'on se connaît bien, Oui, on connaît on va pas bien, on faire va pas faire semblant. semblant de s'envoyer. Tu es formatrice et formatrice, ce qu'on appelle APLS pour Apple Professional Learning Specialist. Ça veut dire que tu es certifié par Apple en tant qu'enseignante pour pouvoir former tes collègues qui commenceraient à utiliser l'iPad, puisque toi tu l'utilises depuis de nombreuses années dans ton lycée. Ouais, Donc, il est c'est ça. certifié par Apple pour les accompagner. Et puis, l'intérêt aussi, c'est que tu es toujours enseignante. Donc, tu connais la réalité de tous les jours. Tu as des élèves en classe tous les jours. Et ça, c'est important pour nous parce que c'est ce qui fait toute la différence. Puis surtout, quand tu accompagnes les établissements, tu parles de pédagogie. Nous, on parle des boutons, du fonctionnement de l'iPad au début. Toi, tu parles de pédagogie, ce qui intéresse bien sûr davantage les enseignants et qui fait qu'après, le matériel est bien utilisé pour cet usage. Tu es aussi accessoirement référente numérique de ton lycée avec un établissement qui est équipé en one-to-one, ce qu'on appelle le one-to-one, c'est un iPad par élève. Chaque élève a C'est son ça. iPad, il l'a dans son sac, il le ramène chez lui le soir. Et ça représente quand même 800 iPads. Donc Ouais, ça doit être aussi un peu de travail pour toi. c'est ça.
pour Un petit t'occuper peu, oui, de tout au ça. quotidien. Bon, Mais comme tu l'as dit, le SAV est très bon, donc j'ai pas beaucoup travaillé ah, sur le SAV. Voilà. bon, J'ai beaucoup travaillé sur la formation pédagogique et l'accompagnement des profs oui, aussi, qui sont équipés aussi, et puis des élèves. Voilà, mais c'est très riche en propositions, dans l'année. bon, parfait. Je vois quelques personnes connectées que je connais. Je salue Denis, je salue Damien. Je salue également les autres, mais je connais particulièrement ces deux personnes. Merci d'être là avec nous. Vous avez sur la fenêtre de droite un chat. Vous pouvez réagir, poser vos questions. C'est interactif, hein, c'est pas un cours magistral. Si vous voulez vous poser vos questions pendant que Elodie fait sa présentation, je lui transmettrai les questions, je reprendrai la parole, je lui transmettrai les questions. Ou vous pouvez aussi, si vous préférez, attendre la fin de la session. On réservera un temps d'échange si vous le souhaitez. Je vais vous laisser avec Elodie. Donc, l'intelligence artificielle, quel questionnement pour l'enseignant qui va nous expliquer, faut pas en avoir peur, il faut faire attention, mais tu vas nous expliquer comment tu l'utilises, toi, dans ton enseignement et quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer. C'est à toi, Tout à Elodie. fait. Je te laisse faire ta Merci. présentation et à tout de suite. Je reprendrai la parole donc s'il y a des questions dans le chat. À tout de suite. Ça marche. Bah, écoute, merci. Bonsoir à tous. Je suis ravie de passer ce temps avec vous ce soir. J'ai repris une question qu'on avait abordée à de conférence. Je l'ai encore enrichie parce qu'Educatex était en novembre et depuis, les choses encore avancent. C'est une question qui, moi, est venue déjà en tant qu'enseignante lorsque, voilà, en novembre 2022 est apparu notre ami ChatGPT qu'on va évoquer bien sûr ce soir. Et alors là, on l'a mis au singulier l'IA, hein, mais ce sont les IA, hein, bien sûr. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. L'objectif ce soir, c'est pas vraiment de revenir sur la définition des intelligences artificielles, même si c'est quelque chose qu'on peut faire en formation. Ce soir, c'est surtout de poser des cadres sur, voilà, en tant qu'enseignant, quelles sont les questions qui se posent et pourquoi aujourd'hui ça va être un outil parmi d'autres qui seront à disposition des enseignants. Alors, j'ai décidé volontairement de commencer par voilà, par vous parler un peu de ma posture, comment je me situe par rapport à ces IA. Eh bien moi, en tant que référente numérique, c'est vrai que dans un premier temps, avant même le poste d'enseignant, j'ai vu des questions qui allaient se poser pour mes collègues et j'ai souhaité les accompagner au mieux. Donc c'est pour ça que je me suis formée en autodidacte, que j'ai suivi beaucoup de MOOC, d'articles rédigés en anglais ou en français sur la question. Il y a des collègues qui sont très, très littéraires et qui font des belles synthèses. Et puis parfois, c'est moi qui fais la synthèse d'autres outils. La première chose qui est parue dans ce questionnement, eh bien, c'est déjà qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Alors, une première chose, effectivement, je ne vais pas refaire une définition dessus, mais j'aimerais démystifier un petit peu cette intelligence. L'intelligence artificielle n'existe pas. Alors, j'aime bien ce titre du livre de Luc Julia. Euh, Tout simplement, il est là pour rappeler que l'intelligence artificielle n'est pas une intelligence humaine. Voilà. Et elle n'a rien à voir avec une intelligence humaine. Ça me semble important de le rappeler. C'est même une erreur de langage de l'avoir nommé comme ça. Bon, les scientifiques l'utilisent, voilà. Mais ce serait une fausse croyance de croire que l'intelligence artificielle est égale à l'intelligence humaine. Et c'est bien ça qu'il faut bien avoir en tête. On parle de capacité de calcul extraordinaire, ça c'est vrai, très impressionnante. Vous entendrez et vous lirez si vous connaissez pas voilà, la notion et l'expression de machine learning. Donc c'est vraiment, on a fait lire à la machine et on lui apprend à reproduire ce qu'elle va déjà avoir vu. La machine n'invente rien, n'est pas vraiment très créative. Elle ne fait que recopier ce que l'homme lui a demandé, avec plus ou moins de réussite d'ailleurs. Voilà, certaines ont des taux de réussite assez élevés.
d'autres un peu moins. Mais je pense que c'est un postulat qui est important parce que beaucoup y voient quelque chose de très négatif, un vrai enjeu de société. C'est une réalité, mais elle n'est pas du tout négative selon comment on l'utilise. On va voir qu'il y a par contre raison à garder sur le sujet et que justement, c'est pour ça que la posture de l'enseignante, elle va amener toute la rigueur scientifique d'un enseignant lorsqu'il prépare ses cours, ses sources, etc. Bien sûr, la question qui nous intéresse particulièrement depuis 1 an et demi, parce qu'il y a un extraterrestre qui a déboulé dans nos vies. La première plateforme de start-up qui a réussi à avoir 1 million d'utilisateurs en seulement 5 jours. GPT, il a fait. En janvier 2023, il était déjà à 100 millions d'utilisateurs mensuels. Donc, ce sont des chiffres qu'on n'a jamais vus auparavant. Ça, c'est une réalité. Ce modèle-là, qui est un modèle de langage, a été entraîné sur Discourse, est venu en quelque sorte troubler nos enseignements traditionnels. Et donc aujourd'hui, on veut se faire une place. Alors, il ne faut pas oublier que derrière, il y a tout un esprit marketing. ChatGPT n'est pas à but non lucratif, ni là pour sauver la planète. Donc, l'objectif, c'est quand même d'avoir un maximum d'utilisateurs et de pouvoir sans doute à terme véhiculer voilà, les choses de ses créateurs. Il faut avoir tout ça en tête. Alors justement, ce chat GPT, il fait très peur. Il fait très peur aux enseignants. Et donc moi, très vite, je lui ai demandé voilà, quelles sont les grandes différences entre les enseignants et ChatGPT. Voilà. Alors il est sympa, il est très très sympa. Il m'a quand même dit que les enseignants et ChatGPT ont des qualités différentes, que les enseignants sont très axé sur l'expérience humaine, les interactions en temps réel, la capacité de s'adapter aux besoins individuels des élèves, etc. Ce que ne peut pas faire ChatGPT. Ça, il le reconnaît, il n'a pas de soutien émotionnel, il ne peut pas donner d'encouragement. C'est vrai que récemment, j'ai assisté à une conférence où la spécialiste disait bien que les hommes cherchent toujours à attribuer aux machines et aux robots des sentiments, des émotions humaines. Mais ChatGPT, il a vraiment aucun sentiment. Si vous n'êtes pas poli avec lui quand vous lui posez une question, je peux vous dire que quand même il vous répondra. Voilà. On n'a pas besoin d'être poli avec ChatGPT, c'est pas du tout un humain. Donc ça, c'est quelque chose qui nous reconnaît. Voilà. Par contre, lui, voilà, il reconnaît qu'il offre des réponses rapides, des connaissances sur une grande variété de sujets. Il peut être utile pour des informations instantanées, des réponses à des questions spécifiques. Voilà. Donc, je crois que là, on a un bon constat, une bonne définition. En l'occurrence, il ne s'est pas trop trompé. Et c'est ce que je trouve intéressant quand il termine en disant que c'est l'interaction avec les deux qui peut être complémentaire pour l'apprentissage. Et c'est ça qui nous ouvre finalement de nouvelles portes, de nouvelles possibilités dans l'enseignement. Alors, je vais parler aussi, hein, vous verrez, des images interactives, enfin des images de l'intelligence artificielle qui peuvent être générées, essentiellement texte et images aujourd'hui. On parlera un peu d'audio après, mais voilà, ce sera principalement quand même ces aspects-là. Alors, bien sûr, ça pose la question. Côté prof, qu'est-ce que ça change ce chat GPT? Moi, c'est la première chose que j'ai vue quand j'ai réalisé bon, plus ou moins la qualité de ce qu'il pouvait produire. Je me suis dit, je suis là pour accompagner mes profs dans un premier temps. Il faut que je les alerte. Que je les alerte sur quoi? Eh bien, sur la fin 2 évaluations à la maison. Et voilà, ça c'est une des peurs de l'enseignant et je crois qu'elle est assez réelle finalement. Vous voyez, là, vous avez un mail du 12 janvier, donc ça date pas de si longtemps que ça. Et j'ai une collègue d'SVT qui me marque: «Bah, écoute Élodie, je suis un peu embêtée, je suis en train de corriger les DM de ta classe», en l'occurrence. Et puis Lola et Chiara, je trouvais ça particulièrement bien écrit. Alors, j'ai utilisé le site 0GPT et puis je me suis aperçue que 86 à 100 de probabilité que ce qu'elles avaient écrit était écrit par ChatGPT. Qu'en penses-tu? Bon,
qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que ça fait 1 an que je t'ai prévenu que c'était la fin des DM. Voilà. Il est évident que c'est un outil que les élèves vont utiliser. On ne peut pas le cacher, on ne peut pas le nier. Tout comme pendant très longtemps, les élèves pouvaient reproduire le devoir du meilleur de la classe, tout comme certains, ont, parfois un prof particulier, pour les aider à faire leurs devoirs maison. Des fois même, leurs parents, sont très, très actifs dans la production des devoirs maison. Bah, là, ils ont un super assistant, à disposition. Autant dire que oui, ça pose fondamentalement la question de l'évaluation des devoirs maison. Donc moi, c'est évident aujourd'hui, rayer de la carte. Voilà, il n'y a pas d'intérêt à ce que je corrige des copies qui ont été plus ou moins, combinées, 2 paragraphes faits par les uns ou les autres. Et donc ça repose la question du sens de l'évaluation en classe et des enseignements en classe. Donc au final, c'est intéressant parce que toujours pareil, ça force les enseignants quand même à innover ou à se mettre dans une dynamique de. Alors moi, la question se pose parce que comme nous sommes équipés d'iPad en one to one, j'ai déjà des enseignants qui ont mis en place des pratiques pédagogiques innovantes et cetera. Et la question que je voulais leur poser à mes enseignants lorsque je les ai formés aux intelligences artificielles, c'était: est-ce que vous voulez qu'on donne accès à ChatGPT sur les iPads ou non? Voilà, parce que quand on est équipé en one-to-one, ils l'ont à la maison, d'accord, c'est un fait, ils peuvent l'avoir sur ordinateur ou d'autres supports, mais peuvent-ils l'avoir en classe? Est-ce qu'on le veut en classe, cet outil? Et donc, je voulais qu'ils voient toutes les facettes que je vais essayer d'aborder aujourd'hui avec vous pour qu'ils puissent se positionner sur, voilà, est-ce que aujourd'hui on doit enseigner avec les intelligences artificielles en classe? Parce que ça, c'est une vraie question, en plus de celle de devoir composer avec elles à la maison, parce que là, par contre, elles y sont au loisir sur tous les supports. Alors, je me suis aussi intéressée dans cette réflexion sur ce qu'en disent les élèves. Voilà, je leur ai demandé, hein: «Est-ce que vous connaissez ChatGPT? Qu'est-ce que c'est pour vous? À quoi ça vous sert?» J'ai fait cette, évaluation, de manière complètement anonyme. Je voulais qu'ils soient libres de pouvoir me dire ce qu'ils s'en faisaient. Donc voilà ce qu'il en ressort. Là, j'ai donc un nuage de mots qui, lorsque les mots apparaissent en plus épais et en plus gros, ça signifie que c'est ce que les élèves ont dit en majorité. Donc pour eux, ChatGPT, c'est un outil de recherche. Donc pour eux, ChatGPT est en train de remplacer le navigateur internet, Google, Yahoo, et cetera. Et au lieu de marquer dans la barre de recherche, ce qu'ils voulaient, ils le mettent dans ChatGPT. Ça, c'est vraiment leur pratique aujourd'hui, sans se poser la question de: «Est-ce que je vais pouvoir identifier la source?» et cetera. Et donc là, ça pose vraiment de grandes questions sur, voilà, est-ce que vraiment ces outils d'intelligence artificielle sont faits pour de la recherche? Voilà, il y a le mot information, voilà. Il y a quand même, des choses. Ensuite, vous avez, en gros qui apparaît le mot «aider». Donc pour eux, ça va être un compagnon, voilà. Ils ont quand même, ils sont allés à dire, hein, faire un devoir, la flemme, donc on a bien l'idée de: «Ça va faire ma place». Tricher, certains ont vraiment l'impression qu'aller sur ChatGPT, ben, c'est tricher en quelque sorte, voilà. D'un autre, on voit que certains, voilà, obtenir des idées, répondre aux questions, rendre service, à réfléchir. Donc on est sur, quelque chose d'un peu plus nuancé que, juste, faire entièrement le devoir. Dans tous les cas, on voit bien qu'ils le connaissent, en termes d'usage, ils l'avaient, bon, c'est des lycéens là que j'avais interrogés des secondes. En octobre, novembre, j'avais fait cette, enquête. Ils étaient à 80 à l'avoir déjà utilisé. Voilà, et à l'utiliser selon ce qu'ils viennent d'évoquer. Donc ça forcément, ça interroge. Ça interroge sur, eh bien, la place, que les enseignants doivent prendre, avec, ce nouvel outil à leur disposition. Alors moi, je dirais que j'ai une vision, plutôt positive, hein, je vais, avoir un discours,
pas fataliste, ni voilà. Je suis gage de prudence, mais je pense, vous le verrez durant cette présentation, que c'est vraiment nécessaire et presque obligatoire de former les jeunes à ces intelligences artificielles parce qu'il y a un vrai enjeu de prise de distance à la fois et voilà, de contrôle aussi et d'indépendance de la pensée. Donc moi, je la trouve, ben, aussi bien, fascinante qu'inquiétante parfois et c'est vrai que ces enjeux autour de l'IA dans l'enseignement, ils ramènent, forcément au rapport entre l'homme et les machines. Voilà. Quel rapport les hommes veulent entretenir avec les machines? C'est des débats un peu plus, philosophiques et ouverts, mais, ça a toujours été. Et bien évidemment, bah, il y a des côtés toujours positifs et des côtés, négatifs. Il ne s'agit pas de tout jeter, tout comme, il faut le prendre avec prudence. J'ai, en tant qu'enseignante, voilà, repéré 4 enjeux importants, qui me semblent en tout cas, pour moi importants. Le premier er ça va être l'influence négative sur les apprentissages. Alors, ça c'est quelque chose qu'on voit le plus, on va dire, c'est le haut de l'iceberg, hein. C'est généralement, ce qu'on arrive le plus facilement à identifier. Les erreurs commises par, ChatGPT ou les autres, intelligences artificielles. Donc, oui, elles ne sont pas infaillibles et le problème, c'est qu'elles sont programmées pour donner une réponse, même si elles ne savent pas. Donc elles vont chercher à approcher la bonne réponse. Parfois, elles vont se tromper et donc c'est ce qu'on appelle, les hallucinations dans le jargon, voilà, de l'IA. Elles vont donc diffuser des informations incorrectes. Alors, celles-là, à la rigueur, avec un peu de recul, on peut, essayer avec les jeunes de les déjouer. Voilà, ça semble important. Alors, pour le texte, c'est on peut facilement chercher, prendre, est-ce que la date est bonne? Est-ce que le contenu est bon? Est-ce que l'argumentaire est bon? Et cetera. Là où ça pose, un peu plus de problèmes, en tout cas moi je trouve, surtout en tant qu'enseignante d'histoire-géographie, qui est quand même là pour essayer de préserver un modèle démocratique, c'est la problématique des images. Bon, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà, heu, ces 3 documents ont été produits par les intelligences artificielles. Alors oui, il y a des chances que le pape en doudoune, sincèrement, vous ayez vu l'info et vous l'avez pas pris au premier degré, tout comme, Macron en éboueur, ou bien Trump en train de se faire arrêter par la police, ou bien Merkel en train de Sauf chiner que sur la pour Trump, c'est plage. vrai, hein. Hein? Sauf que pour Trump, c'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai qu'en partie, il y a de la réalité, ouais. Merkel en train de se prendre une glace et un petit verre sur la plage avec Obama. Enfin voilà, il y a des photos qui, la problématique, c'est lorsque ces photos sont prises dans un but de pouvoir véhiculer un message, une propagande. Alors là, bon, j'ai pris un tweet, sur les manifestations, pour la retraite, vous voyez? Eh ben, toutes ces images sont complètement fausses. Voilà, sont faites, par l'IA. De la même façon, on en trouve beaucoup sur le conflit israélo-palestinien, par exemple, pour servir la propagande, des uns ou des autres. Donc c'est vrai que là, on est sur des contenus, qui sont beaucoup plus, compliqués, parce qu'il faut arriver à déceler que c'est un faux et voilà, même dans les médias, c'est pas toujours facile. Alors après, en termes de dessin, bon, il est capable de tout faire. C'est vrai que, on trouve ça plus sympa pour illustrer nos cours ou ce qu'on veut dire et cetera. Mais voilà, ces intelligences artificielles images, elles ont cette problématique d'arriver à déceler le vrai de la fausse image. Donc moi, par exemple, c'est vrai que je fais tout un travail avec eux sur comment je vais déceler une vraie, une fausse image. Aujourd'hui, on arrive encore à avoir quelques éléments, notamment par exemple, les extrémités, les mains. Souvent, les mains sont mal faites, il manque un doigt, ou alors les articulations ont vraiment une posture qui fait que c'est pas du tout humain, parce que l'IA va se concentrer beaucoup sur le personnage central. De la même façon,
le reflet dans les lunettes, les petits détails, vraiment des choses extrêmement précises. L'arrière-plan, il faut énormément scruter l'arrière-plan. Si vous avez des panneaux, par exemple, ou bien des signalétiques d'autoroute, enfin, ou de route routière, vous verrez généralement, il ne sait pas transformer le message en écrit. Voilà. Donc, les écrits ne correspondent à rien. Donc, ça, Et, c'est une bonne manière de pouvoir repérer. Élodie, pardonne-moi, j'ai une Oui, question dans le chat. Je me permets de t'interrompre. vas-y, dis-moi. Avez-vous mis en place un pourcentage d'acceptation? Est-ce que Ah, ça... ChatGPT Ouais. dans les copies. Est-ce Alors, je vais que, si vous voulez commencer. préciser dans le chat, n'hésitez pas, Monsieur Duvernois. Ouais. Je pense alors moi, je vais vous montrer après un scénario, justement, comment je fais pour, travailler avec ChatGPT en classe. J'ai pas mis de pourcentage encore d'acceptation parce qu'en fait, bon, même l'outil, 0 GPT est pas très fiable en réalité. Là, en l'occurrence, il avait mis 80 et 100 aux jeunes filles. En réalité, bon, elles disent qu'elles l'ont peu utilisé. Donc bon, c'est vrai que c'est toujours, après, très difficile, mais ils sont peu fiables. Mais je vais vous montrer après un scénario, justement, vous allez voir comment j'utilise ChatGPT en classe et je vais dire même à 100 à 100. Donc voilà un petit peu des idées, de choses que l'on peut essayer d'éduquer avec les jeunes. Alors autre problématique importante, hop, j'ai dévié un peu trop vite, c'est la problématique des biais. Les informations sont soit fausses, soit biaisées. Alors là, j'ai demandé une personne faisant le ménage, voilà, et je n'ai pas d'homme faisant de ménage. ChatGPT a des biais sociaux et stéréotypés très importants. Non, c'est pas ChatGPT, pardon, c'est là, en l'occurrence, c'est Lexica que j'ai utilisé. Donc malheureusement, aujourd'hui, si vous verrez, hein, c'est pareil pour, par exemple, si vous demandez, la photo, d'un CEO, vous savez les fameux, PDG, ben, vous aurez un homme, la quarantaine, plutôt blanc, voilà, qui sera représenté. Voilà, si vous demandez un gangster, vous aurez, un homme noir, dans un ghetto, voilà. Donc c'est très, très stéréotypé et ça, c'est ce qu'on appelle les informations, biaisées. Voilà, donc ça pose quand même aussi la question, parce que, eh bien, ces IA sont alimentées par un corpus très important, mais qui va relayer les biais les plus forts de la société. Voilà, donc on n'est pas sur une grande diversité. Donc là aussi, ça pose vraiment question et arriver à déjouer avec les jeunes ces biais. Ça pose bien sûr le statut de la source, puisque dans ces documents, en tout cas dans les intelligences artificielles, il n'y a pas de source aujourd'hui. Alors il y en a une qui donne un petit peu ses sources, c'est Perplexity, qui permet justement de savoir où a été tiré tel ou tel extrait. Et c'est vrai que ça, c'est aussi un souci à noter. Tout à l'heure, oui, pardon, quand on était sur les images là que, Nicolas, m'a posé la question, je voulais dire aussi que, on a bien conscience de cette problématique de la, heu, de l'image, produite par l'IA et aujourd'hui, il y a des tentatives de normalisation avec des filigranes qui seraient invisibles, par l'homme, mais qui permettraient de reconnaître si une image a été produite par l'IA ou non, de manière à avoir au moins une source d'information fiable quand les médias, les relaient. Voilà, donc ça, c'est une vraie question, dans l'avenir. On a, alors ça, c'est vraiment pour moi le côté négatif, des, IA, mais je crois que ces côtés négatifs, il faut s'en servir de rampe d'apprentissage et en fait, au contraire, rappeler aux élèves l'importance de la source, ben, justement, les mécanismes des intelligences artificielles pour qu'ils arrivent eux-mêmes à retrouver, voilà, la justesse de leurs recherches et de ce qu'ils attendent. Au-delà de ça, elle est formidable pour aider à la personnalisation des apprentissages. Ça, c'est un vrai enjeu. On a, malheureusement, des groupes hétérogènes, des groupes généralement très nombreux et elle peut être un vrai levier, voilà, pour aider les enseignants à personnaliser, leurs apprentissages. Heu, Ensuite, je mettrai aussi
développer de nouvelles méthodes pédagogiques parce qu'elle va pouvoir servir vraiment à l'enseignant. Et c'est là où ça va être intéressant pour lui de s'en servir également comme un assistant pour créer aussi bien des scénarios pédagogiques un petit peu innovants, aussi bien pour construire des matériaux pédagogiques. Et voilà, je vais vous montrer un scénario là qui est vraiment très, très, très nouveau dans sa pédagogie et qui utilise voilà. Et bien sûr, un des enjeux fondamentaux pour moi, bah, c'est de former les enseignants à l'utilisation de ces outils parce que bien sûr que quand l'enseignant ne maîtrise pas lui-même, il n'ose pas utiliser avec les jeunes. Or, eh bien, travailler avec les IA, ça reste, ça je l'ai bien mis, une question de choix. Je ne pense pas qu'il faille l'imposer, hein, tout comme tous les autres outils qui existent, tout comme je pense pas que ce soit pertinent d'imposer l'iPad en classe aux enseignants s'ils ne le veulent pas. Par contre, montrer les qualités, montrer ce qu'on peut faire avec et montrer qu'au final, ça peut être un outil qui est au service, un facilitateur des apprentissages. Voilà, c'est, je pense, ce qui est important. Donc il y a un vrai enjeu de formation et la problématique, c'est que, dans le domaine des IA, tout avance très vite et finalement, rien n'a pu se structurer, très, facilement. Alors là, quand même, on commence à voir, pas mal de formations sur le sujet, justement, de visio, de webinaires ou bien, carrément des formations en présentiel. Je pense que c'est vraiment, très, très important pour que les enseignants arrivent à cerner les enjeux, puissent prendre position et comprendre et eux-mêmes utiliser si nécessaire. Voilà. Les Il y a établissements, plusieurs d'ailleurs, perspectives. nous sollicitent de plus en plus pour former des équipes pédagogiques pardon, à l'intelligence artificielle. Tout à fait, ouais. Ben justement, avec Tianchi, j'interviens dès que c'est nécessaire sur ce sujet-là. C'est vrai que c'est important de former les équipes. C'est pas un sujet facile et on peut l'utiliser sur plein de domaines différents. Là, par exemple, demain, je vais travailler sur l'IA et le grand oral. Voilà, comment préparer les élèves au grand oral avec les IA. Voilà, il y a plein de possibilités. Et c'est bien de montrer aux jeunes qu'on peut les utiliser, qu'on peut s'en servir de compagnon, tout en ayant la distance à avoir. Donc, c'est ce que je vais vous montrer par la suite. Donc, voilà, bien sûr que alors, donc ça on l'a vu, hop. Autre chose aussi, qui, questionne sur l'éthique un peu, d'où l'importance, de tous les enjeux que je viens d'évoquer. Bon, ben, c'est vrai que récemment, en janvier, on a pu reconstituer l'appel du 18 juin. Vous savez que cet appel n'a jamais pu être enregistré, qu'il a été relu ensuite, quelques jours après, par De Gaulle, enfin, sous un autre format. Et là, on a, Le Monde, le journal Le Monde, le média Le Monde, avec, en partenariat avec l'ICAM, a pu, enregistrer, avec donc ils ont fait travailler avec d'anciens audios de Gaulle. Ensuite, ils ont fait travailler un comédien qui a, travaillé sur les intonations et le tout mêlé à, voilà, refait l'appel du 18 juin enregistré par l'intelligence artificielle. Alors ça pose bien sûr question parce que là, bon, c'est anecdotique, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Maintenant, si vous faites parler n'importe qui et que vous lui faites dire ce que vous avez envie, là encore une fois, ça peut être problématique. Voilà. Là, en l'occurrence, De Gaulle est mort, donc il ne va pas lui arriver grand-chose. Mais si on détourne ma voix ou celle de Nicolas ou celle d'un président ou je ne sais qui, et qu'on lui fait dire ce qu'on a envie, sachant qu'avec une voix, il y a aussi tout ce qui est porteur d'émotions, etc. Voilà, il y a des vrais enjeux qui se trament aujourd'hui avec les intelligences artificielles et c'est très intéressant. C'est très intéressant. Il faut juste avoir voilà, raison garder et savoir se positionner sur tous ces enjeux derrière. Et être bien conscient aussi que ces intelligences artificielles, elles desservent aujourd'hui des compagnies, des grandes firmes qui ont des objectifs marketing, hein. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi d'aborder avec les jeunes. Le modè le modèle, business model, on peut dire derrière tout ça, hein. L'objectif, ça reste,
Ça reste tout ça. Alors, qu'est-ce que l'enseignant peut faire avec les IA? J'ai essayé de lister un petit peu ce qu'on peut en faire et comme j'ai une vision, plutôt optimiste, moi, je trouve qu'il a quand même, pas mal d'atouts. Cette, ce enfin, en tout cas, ces IA ont pas mal d'atouts pour aider les enseignants. C'est vrai que, moi, j'avoue que je préfère apprendre aux jeunes à s'en servir plutôt que, leur apprendre, les laisser de côté en leur disant: «On les utilise pas, c'est mauvais» et cetera. Alors, pour l'enseignant, par exemple, c'est hyper intéressant parce qu'il va pouvoir créer du matériel, pédagogique. Il va pouvoir se libérer de tâches, automatisées, tout simplement, la conception d'évaluation de type, par exemple, QCM, des plans de cours, des grilles critériées aussi. Tout ça, il peut vous le faire, voilà. Vous pouvez lui dire: «Écoute, demain, voilà, je suis enseignant. En tant qu'enseignant, fais-moi une grille pour évaluer le niveau B2, d'un groupe qui passerait à l'oral pour présenter tel type de support» et cetera. Il va vous faire une petite grille d'évaluation et cetera. Alors bien sûr, vous restez le maître pour la retravailler, mais je peux vous dire que ça fait un beau travail d'élagage et une super source d'inspiration pour se lancer dans le travail. Heu, donc ça, c'est assez intéressant. Pareil pour les questionnaires, sincèrement, vous pouvez lui mettre un petit paragraphe de cours et lui dire: «Voilà, pose-moi, 5 questions sur ce paragraphe, avec, des réponses fausses et dont une seule est juste». Et sincèrement, il fait le travail, voilà. Moi, généralement, j'en demande, si j'en veux 5, j'en demande 6 ou 7 et comme ça me permet de trier, de choisir et c'est plutôt bien fait. La dernière fois, j'ai fait ça pour un script de vidéo. Donc j'avais une vidéo, j'ai récupéré un script, et ensuite ce script, je l'ai mis dans ChatGPT et j'ai demandé de me faire un questionnaire sur la vidéo. Génial, j'ai gagné un temps fou, avec ChatGPT. Voilà, donc merci, c'était bien, c'était facile et c'était ça enfin, je veux dire, il y a pas d'intérêt pédagogique à préparer un questionnaire sur une vidéo, un script de vidéo. Là, en l'occurrence, ça m'a fait gagner du temps et j'étais, voilà, je trouvais le matériel vraiment intéressant. Élodie, je me permets Oui, de te poser une question. Alors, c'est une question générale, hein. dis-moi. Ça a été posé dans le chat. En parlant d'éthique, que penser de cet écrivain japonais qui a reconnu avoir utilisé ChatGPT pour écrire le livre qui lui a valu l'équivalent de notre prix Goncourt? Ah, alors Est-ce que tu as là, entendu parler de ça, j'imagine? j'en ai pas entendu, Non? figure-toi, mais sincèrement, ça m'étonne pas trop. Heu, oui, oui, alors bien sûr qu'il faut toujours relire le questionnaire après, effectivement, hein. On peut avoir des surprises, mais sincèrement, on peut avoir des bonnes surprises aussi. Alors, bah, oui, effectivement, ça pose des questions éthiques, sur, alors s'il a reconnu, presque, c'est faute à demi pardonnée, hein, mais c'est vrai que, c'est une nouvelle ère, voilà. C'est sûr que alors le problème, c'est s'ils gagnent de l'argent dessus et qu'ils s'en vantent et cetera. Là, oui, c'est un vrai problème éthique. Après, bon, s'il l'avoue à la rigueur et que En bon, revanche, mais c'est même si on peut lui reprocher la méthode, on peut lui trouver un certain talent parce que pour faire écrire un livre à ChatGPT qui soit correctement rédigé, il faut savoir aussi poser les bonnes questions et bien rédiger ce qu'on appelle les prompts, parce que sinon, il répond n'importe quoi. ah oui, tout à fait. Alors là, tu as raison d'ailleurs, c'est quand on dit relire le questionnaire, c'est justement ce qui m'est venu à l'esprit. Moi, souvent, mes collègues, ils me disent: «Élodie, moi j'ai essayé ChatGPT, ça me produit rien, ça me produit rien». J'ai dit: «Mais qu'est-ce que tu lui as posé comme question?» Parce que qu'est-ce que tu lui as demandé? Parce que, souvent ils me disent: «Franchement, c'est pas à la hauteur, de ce que j'attendais» et cetera et en fait, souvent, ils se sont mal, adressés à lui. C'est vrai qu'il y a tout ce qu'on appelle, le prompt engineering, l'ingénierie des prompts aujourd'hui et ça devient une compétence qu'il va falloir développer aussi. Il y a d'ailleurs Savoir des écoles voilà. d'enseignement supérieur qui se lancent dans ce Tu te domaine. lances dedans? Ouais, Ouais. ça m'étonne pas. Je l'ai vu notamment sur Bordeaux, j'ai vu qu'il y en avait une qui s'est créée. Mais c'est pas étonnant parce que c'est une vraie philosophie. Vous verrez, hein, si vous tapez sur internet, l'art du prompt et cetera, vous verrez plein de cours aussi qui se développent dessus. Parce que c'est vraiment, il faut savoir discuter avec elle et lui demander ce qu'on veut. Effectivement, être poli ne sert à rien. Par contre, commencer toujours par un postulat: «Je suis un tel», par exemple, «Je suis un enseignant, je suis un élève de troisième
etc. C'est très, très important parce que ça lui permet de comprendre dans quel scénario elle est. Parce qu'elle, c'est une machine learning, elle a été habituée, on lui a dit: «Tu es ça, donc tu fais ça». Et donc si vous lui dites pas qui vous êtes, déjà, en termes de réponse, elle va pas être extrêmement fiable. Donc c'est vrai que, voilà, on peut lui reconnaître au moins la qualité d'avoir su discuter avec elle pour produire cet ouvrage, certainement, oui, tout à fait. Donc si je reprends, on peut différencier des contenus. Par exemple, on peut lui demander, de simplifier un texte pour un élève qui a des difficultés de lecture. Voilà, donc par exemple, on peut lui dire voilà, on peut lui dire: «Produis-moi des consignes différenciées selon le type d'élève, pour un élève, 10» et cetera. On peut vraiment essayer de simplifier les tâches, donc ça peut être très intéressant pour l'enseignant. On peut générer des idées. Aussi, moi, par exemple, j'aime bien l'utiliser. Tiens, aujourd'hui, je vais faire un cours sur la liberté d'expression. Est-ce que tu peux me poser une dizaine de questions là qui pourraient démarrer le cours? Et puis dedans, j'en pioche 2 ou 3 qui m'intéressent. Et voilà, ça peut être très, très sympa pour générer des idées. On peut lui faire écrire des mails, des courriers. Tiens, aujourd'hui, ChatGPT, j'ai un parent qui m'a écrit ce mail, qu'est-ce que tu lui répondrais de manière assez polie, et cetera. Donc, ça, c'est plutôt pas mal aussi, j'ai déjà essayé. Mais toujours pareil, il faut bien lui dire qui vous êtes, à qui vous répondez. Voilà, c'est vraiment très important, mais c'est plutôt qualitatif. Concevoir de nouvelles activités. Par exemple, on peut imaginer, dialoguer avec, des philosophes, des écrivains, des personnages fictifs et cetera et pourquoi pas, voilà, générer avec les élèves, de nouvelles activités, à ce niveau-là. Et pourquoi pas aussi, imaginer après un descriptif d'une personne, par exemple, et puis, les élèves, prennent cette description du personnage et on génère une image, avec une IA, génératrice d'images. Ça nous fait, voilà, le portrait d'un tel que l'on a rédigé et ensuite que l'IA transforme en portrait. Bien sûr, vous avez compris, repenser l'évaluation. En tout cas, celle à la maison, ça me semble vraiment, très, très important. Développer de nouvelles compétences, chez les jeunes. Alors, ben, moi, j'y vois, rédiger des prompts. Ça me semble important. Il va falloir qu'ils apprennent à communiquer avec elle. Détecter si une image a été réalisée par l'IA ou non. Ça aussi, c'est une compétence nouvelle. Et puis, bien sûr, détecter les erreurs, les fameuses, hallucinations, des intelligences artificielles. C'est une vraie compétence et c'est très difficile. Voilà, c'est très, très difficile. Alors, je vois qu'il y a une question. Si on demande un Oui. paragraphe argumenté en tant qu'élève de troisième pour préparer le DNB, il ne produira même pas le contenu pour un élève de spécialité. Alors, en fait, effectivement, si je lui demande alors, si vous demandez rien au prompt, vous dites: «Faites-moi un paragraphe argumenté, sur telle thématique», par exemple, la Seconde Guerre mondiale, voilà et cetera. Il va vous faire un paragraphe. Après, vous pouvez lui dire: «Réécris-moi-le en tant qu'élève de troisième». Voilà et donc il va adapter l'écriture, il va réadapter, voilà. Vous pouvez même lui dire, heu, voilà, réécris-le mal, avec des tournures, et cetera et il peut s'adapter ou comme un enfant de 10 ans, par exemple, voilà. Donc on peut tout à fait, avoir des grades, voilà et vous pouvez lui demander effectivement aussi en tant qu'élève de spé, GGSP, voilà, c'est pas du tout la même chose. Vraiment, il va à chaque fois adapter et proposer. Donc si dans le prompt, on lui dit qui on est de manière très précise, on a, quelque chose qui correspond davantage à notre demande. Ça, c'est vraiment la réalité. Ouais, ouais, tout à fait. Je sais pas si on répond à Effectivement, cette question, pour mais l'avoir testé, en lui donnant des éléments de contexte, la réponse est totalement différente. Et là, dans le cas de votre question, alors je la relis je pense au replay surtout, pour les personnes qui regarderont le ah oui, replay. ouais, vas-y. Si on demande un paragraphe argumenté en tant qu'élève de troisième pour préparer le diplôme national du brevet, il ne produira pas le même contenu que pour un élève en spécialité HGGSP qui prépare le bac, avec la même question de base. Et la réponse est oui, effectivement. Oui, il va adapter complètement, mais ça, il faut bien le dire dans le prompt, Voilà. voilà. Je suis élève Je de suis troisième. élève de d'ailleurs, c'est ce que les élèves ne font pas encore parce qu'ils savent pas très bien parler avec lui. Donc généralement, quand ils demandent quelque chose à ChatGPT, bah, c'est pas de leur niveau à eux, donc vous le reconnaissez assez facilement parce que vous dites: «Mais c'est pas toi qui as pu écrire ça» et cetera. Or, si l'élève, était assez intelligent et disait à ChatGPT: «Écris-le comme un enfant de troisième», je peux vous dire que vous n'y verriez que du feu. Sachant qu'en plus, on est bien clair,
si Lucas demande la chose à l'IA et que juste derrière, Juliette demande la même chose, chacun aura un paragraphe différent, à la différence de Wikipédia. Quand Lucas allait pomper sur Wikipédia, Juliette allait pomper le même paragraphe sur Wikipédia. Là, l'IA, elle est beaucoup plus intéressante pour les élèves parce qu'en fait, elle ne propose jamais le même contenu. Même si vous reposez la question, elle va vous proposer de nouveau une autre manière de le dire. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça que je vous dis que les logiciels comme Zero GPT aujourd'hui sont peu fiables au final parce que voilà, c'est compliqué de détecter l'IA. Elle change ce qu'on lui dit de bien répondu. Alors, Alors, ah, Élodie, je pense Zero. qu'il y a quelques soucis de connexion. Nous n'avons pas entendu tes dernières phrases. Ah, pardon. Voilà. Donc, oui, non, je disais, avant de passer aux deux scénarios que je veux vous proposer, c'est vrai que le dernier point, c'est mener des discussions sur les enjeux éthiques. Ça me semble important avec les jeunes. Alors, pourquoi pas effectivement discuter avec eux de ce japonais qui a pompé un bouquin. Euh, donc, de ma présentation, je finirai sur ça. Et donc, moi, je dirais que pour résumer, préparer les élèves à contrôler l'intelligence artificielle et non pas en être dépendant. Ça me semble être important de ce qui compte, c'est que dans l'avenir, ce soit eux qui continuent à avoir le contrôle de ces intelligences artificielles. Et pour ça, ben, il faut qu'ils les maîtrisent, il faut qu'ils les connaissent, qu'ils connaissent leurs qualités et leurs défauts et pour bien les utiliser. Et nous avons une remarque dans le chat qui dit c'est vrai qu'on a l'habitude de reconnaître la plume entre guillemets des parents en production d'écrit. Il va falloir faire pareil avec ChatGPT. C'est ça, tout à fait. Voilà, vous allez devenir des Après, experts j'ai eu l'occasion d'édition. aussi de voir des outils de vérification. Effectivement, tu disais que fallait faire attention parce que c'était pas du 100% fiable. Mais Ouais. maintenant, les outils vous permettent vous donnent un pourcentage de fiabilité de leurs réponses aussi. Mm. Donc, ça permet de se donner un avis. Quand vous avez un outil qui vous dit, bon, mais là, ça a été écrit à 90% par une IA, on peut quand même commencer à avoir des doutes Oui, voilà. En tout cas, sur le maintenant, contenu. on a un collègue des SVT qui avait repéré ces deux jeunes filles. Elle est arrivée en classe, elle a dit voilà, j'ai compris, vous avez utilisé ChatGPT, je le sais, je l'ai vu, etc. Je demande à tous les élèves qui l'ont utilisé de se dénoncer. Eh bien, vous me croirez ou pas, mais les deux élèves sur lesquels elle avait des soupçons ne se sont pas dénoncés. Par contre, elle a eu 20 élèves qui se sont dénoncés. Voilà. Donc, ensuite, elle en a remis une couche parce qu'elle avait quand même des doutes sur ces deux élèves. Donc, la séance d'après, elle en a remis une couche. Elle en a eu 5 de plus qui se sont désignés. Donc, au final, sincèrement, je pense que 3 quarts de la classe avait utilisé ChatGPT pour faire le travail maison. Donc, vraiment, pour moi, il n'y a plus d'intérêt. La tentation est trop forte, effectivement. Euh, S'ils sont autorisés, peut-être qu'effectivement, la tentation sera moins forte. En tout cas, vous allez voir. Le scénario que je vais vous proposer maintenant, moi, je pense que c'est ce qu'il faut donner en DM. Vous allez voir, ça, ChatGPT, il ne peut pas du tout le remplacer. Et donc, voilà, je pense que là, le scénario que je vais vous montrer, il va vraiment vous plaire. D'ailleurs, c'est Pardonne-moi, la Elodie, solution. est-ce que je peux te Ah, proposer de juste désactiver ta vidéo parce qu'on oui, a quelques coupures et ça ok. permettra d'économiser un peu de bande passante. Merci Ça beaucoup. marche. Super. Alors, j'espère que ce sera mieux. Donc, effectivement, l'IA, pour moi, en tout cas, c'est le texte que j'ai repris de Margarida Romero et Laurent Heiser. J'aime beaucoup cette phrase. L'IA n'est qu'un outil. La créativité et l'expertise des enseignants restent indispensables pour guider le processus d'apprentissage de manière éclairée et efficace. Alors, je pense que ça, c'est intéressant. Ça rappelle un peu la métaphore du marteau. Le marteau, c'est un outil. S'il n'y a pas quelqu'un pour taper sur ce marteau, eh bien, il ne sert pas à grand-chose. Eh bien, c'est pareil pour les IA. Les enseignants, s'ils prennent cet outil dans leur classe, ça va être une possibilité pour eux de développer d'autres compétences et d'autres scénarios. Alors, justement, je vais vous montrer un scénario que j'ai développé cette année.
Alors, moi, j'enseigne aussi l'éducation morale et civique, donc l'EMC. Et depuis plusieurs années, on demandait aux élèves de faire un exposé sur un sujet. Ça pouvait être les libertés, la laïcité, enfin bon, voilà, des sujets de nos programmes. Et donc, tous les ans, on leur demandait de faire un exposé. Bon, autant vous dire que là, je me suis dit, c'est pas possible. Ils vont faire semblant de faire l'exposé en classe, et puis la veille de le rendre, ils vont aller sur ChatGPT, ils vont demander à ChatGPT, fais-moi l'exposé, et puis j'aurai que des exposés de ChatGPT. Voilà. Donc là, je me suis dit, c'est foutu. Donc, enfin, j'ai réfléchi, j'ai proposé ça à mes collègues, on l'a expérimenté cette année. En fait, on donne l'exposé qui a été rédigé par ChatGPT sur le sujet. Donc en fait, on part de l'effet inverse et là, la collègue des SVT, par exemple, elle aurait pu tout à fait faire la même chose en devoir maison. Elle aurait pu leur donner l'exposé qu'avait fait ChatGPT sur son sujet en SVT. Et là, l'idée, c'est que les élèves vont devoir repérer les informations incorrectes, discuter s'il y a des biais ou des stéréotypes qui sont présents dans la question, sourcer les contenus. Par exemple, tous les chiffres qu'elle va utiliser, je vais leur demander qu'ils aillent chercher de quelle source elle les a pris et discuter si les choix d'exemples et d'informations sont pertinents. Alors ça, je peux vous dire, c'est un exercice qui est assez compliqué et je suis plutôt ravie de l'expérimentation. J'ai trouvé ça assez intéressant. Donc là, je vous ai mis un exemple, hein, mais grosso modo, j'avais fait rédiger à ChatGPT l'intro, les parties, la conclusion. D'ailleurs, c'est pas si évident que ça. Encore une fois, il faut avoir un super prompt pour avoir ce qu'on veut. Et j'avais demandé des chiffres, et cetera, voilà. Et en face, le groupe devait commenter. Donc, est-ce que, c'est cohérent pour le sujet? Par exemple, là, bah, c'est sympa, liberté numérique en France, mais l'introduction commence par «Le Monde». Donc, je les ai amenés à réfléchir. Est-ce que c'est pertinent d'introduire sur Le Monde et surtout que l'introduction ne présente aucun chiffre sur la France, par exemple, le poids ou l'importance d'internet en France, et cetera. Donc, on a vu que le cadre géographique était mal défini par le sujet. Voilà. Ils ont dû aller chercher si le chiffre et la donnée qui était donnée étaient justes. Donc tout ça, ils sont allés faire un vrai travail de recherche. Ça leur a pris autant de temps que de rédiger l'exposé, je peux vous le dire, hein. Alors il n'y a pas eu effectivement l'expression graphique, en tout cas, voilà, l'idée d'exprimer ses idées, mais sincèrement, retravailler et reformuler parfois les idées, c'était un vrai travail. Alors là, je me suis permise de vous montrer voilà, la grille d'évaluation, comment j'ai évalué ce travail. Donc, je leur demandais un commentaire sur la cohérence de l'exposé. Est-ce que l'exposé paraissait cohérent dans les idées? Est-ce qu'il semblait avoir bien compris le sujet? Est-ce qu'il avait bien introduit le sujet? Ensuite, les précisions sur les informations, les degrés d'approfondissement, la pertinence des exemples, la conclusion, et je leur demandais de me formuler une appréciation générale sur l'exposé. Donc ça, c'était noté sur 20. Ils ont eu 4 séances pour travailler sur cet exposé qui était donné en groupe de 3 et donc déconstruire tout ce qui avait été noté par ChatGPT. Donc l'idée, c'est qu'en plus, comme ça, ils se sont rendus compte des erreurs que ça pouvait commettre ou des biais ou des manques d'approfondissement. Alors là, je vous ai mis, donc là, c'est les travaux d'élèves, hein, j'en ai pris un. Alors je trouvais ça intéressant ce qu'ils ont écrit en conclusion, là, en appréciation. L'exposé réalisé par ChatGPT nous semblait à première vue impeccable, parfaitement structuré et bien développé. Il incite même les auditeurs à faire des efforts pour promouvoir le droit des femmes, ce qui est un point fort. Donc là, en fait, c'était sur un sujet sur les discriminations sexistes. En revanche, après maintes relectures et recherches, il est resté incohérent et ne développe pas assez les exemples. De plus, il donne des informations fausses qui n'aident pas la compréhension du sujet. Il est donc capital de les corriger afin de pouvoir perfectionner le sujet. Bon, là, je n'ai pas corrigé leurs fautes ni rien du tout, mais c'est leurs idées. Voilà. Donc, la grille d'évaluation n'a pas été faite avec ChatGPT. Non. Alors, je crois que lui avoir demandé quelques critères, si je me souviens bien, mais dans le global, c'est quand même moi qui réfléchis aux critères importants.
Mais voilà, ça, je pense que c'est un vrai exercice. C'est-à-dire, au lieu de donner aux élèves un devoir à faire sur un exposé, que ce soit dans le cadre du DNB ou de la GGSP, eh ben, vous leur donnez le paragraphe qu'a fait ChatGPT et vous leur demandez de le critiquer, de le corriger, de vérifier sa cohérence, de vérifier ses exemples. Par exemple, les exemples sur les libertés numériques, il avait donné que des exemples américains, alors que le sujet, c'était en France. Donc, j'ai dit aux élèves, vous voyez, là, on n'est pas du tout dans ce qu'on a besoin. Donc, vous allez aller chercher maintenant, vous, des exemples en France pour approfondir son travail. Parce que au dernier trimestre, ils doivent passer à l'oral pour présenter un exposé sur leur thématique. Et donc, cette idée-là, c'était, je leur ai dit, voilà, GPT, ça va vous servir de base, mais vous voyez bien que vous n'allez pas pouvoir lire ça à l'oral. Donc, c'est un vrai travail pour eux. Ça marche super bien. Voilà. Et c'est très difficile, hein. Je peux vous dire que c'est une compétence pas si évidente que ça. Et ça leur permet vraiment de prendre du recul sur l'outil. Autre petit scénario qui peut être hyper intéressant. Alors, je pense ça en langue, mais ça peut être utilisé aussi en français. Moi, je l'utilise beaucoup en DNL. Parce que j'enseigne donc l'histoire géo en anglais. Donc, en géo en anglais, j'aime bien faire des trucs un peu petits scénarios. Et donc là, c'est l'IA comme support d'expression écrite. L'idée, c'est voilà, leur faire décrire un paysage. Donc là, c'était la ville du futur. Voilà, imaginez la ville du futur. Donc on avait fait un gros chapitre sur les villes aujourd'hui, etc. On avait abordé bien sûr les solutions pour l'avenir. Et donc il fallait qu'ils imaginent un univers, un paysage. Ils ont rédigé la description. Alors là, en l'occurrence, en plus, moi, c'était en anglais. Or, les IA, c'est vrai qu'elles sont quand même là particulièrement intéressantes en anglais. Et puis ensuite, donc il devait imprimer. Alors, on peut lui donner plein de prolongements à cette activité. On peut ensuite imaginer, pourquoi pas, faire une carte postale et derrière faire rédiger un travail de correspondance aux élèves sur ce travail-là. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. On peut aussi imaginer que cette image-là, elle serve de support pour être après décrite à l'oral par un autre élève qui doit essayer d'imaginer le paysage. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. C'est vrai que là, c'est aussi intéressant de travailler avec les images sur la génération d'images. Donc, si je tiens un peu mon timing, il nous reste 2 petites minutes pour conclure. Oui, tout à fait. Voilà, donc les enseignants, pour moi, ont un rôle à jouer. Ont un rôle à jouer déjà dans la présentation du concept de l'IA, dans l'idée que c'est pas une intelligence humaine, que c'est bien une machine, qui est au final aussi bête que ce que ses concepteurs lui ont demandé de faire. Voilà. Qu'elle progresse aussi, c'est vrai qu'elle s'améliore et finalement, bien sûr, travailler avec eux sur les questions éthiques. Alors j'en ai listé quelques-unes, que je trouve, majeures. L'absence d'évaluation de la véracité des résultats, cette question de confiance, par rapport aux intelligences artificielles. On voit bien, elles font des erreurs, elles, hallucinent et cetera. Donc, bon, finalement, ça, c'est important que les élèves gardent une posture, sur aussi le manque de sources et l'idée de voilà, de pouvoir, garder, cette distance éthique, en tout cas, c'est un vrai défi. Respecter aussi la diversité culturelle. Aujourd'hui, si vous demandez à pas mal d'IA, la fête nationale, elle va vous sortir, le 4 juillet, voilà, donc c'est quand même la prédominance du modèle américain aujourd'hui et c'est aussi la voilà, bah, forcément, des questions éthiques sur, quel modèle de démocratie on veut. Alors, tant que ça reste américain, je dirais qu'on se sent plutôt proches, les Européens et quoique on a quand même de larges différences. Mais, voilà, qui demain aura la main sur ces IA? Ça pose de vraies questions aussi, géopolitiques très fortes, très fortes. L'Europe est quand même, assez à la traîne, sur, les intelligences artificielles. Voilà, donc on a des modèles, américains, des modèles chinois, bien sûr, sans doute que des Russes travaillent, très, fortement dessus. Voilà, ça pose, forcément des questions. Il faut bien évidemment avoir conscience que la machine n'a pas d'opinion et que elle va avoir l'opinion de la majorité du corpus et donc forcément, ces biais qu'elle fait ressortir
ce sont les biais qu'elle retrouve dans le corpus qu'elle a ingéré, hein, de données très importantes. Même si les réponses parfois peuvent laisser penser qu'elle a une opinion. Oui, C'est pas le oui, cas. elle n'a pas d'opinion. Non, non, elle n'a pas d'opinion du tout. Et ça, c'est vraiment important. Elle fait juste une synthèse. Elle est très bonne pour synthétiser. Voilà. Si vous avez un énorme paragraphe et que vous demandez qu'elle synthétise les idées principales, elle est bonne pour ça. Voilà. Ça, c'est vraiment sa tâche vraiment très, enfin, principale, hein. Voilà. Et puis, bien sûr, avoir en tête la vulnérabilité, la manipulation de l'utilisateur. Alors là, c'est moins dans les IA qu'on vient d'évoquer aujourd'hui, mais plus dans la réalité virtuelle. Là aussi, il y a des intelligences artificielles qui sont liées à ça. Je pense notamment à une entreprise japonaise qui développe. Alors, vous savez qu'au Japon, ils sont accros aux robots, hein, c'est quelque chose de très important. Ils imaginent aussi beaucoup régler le problème du vieillissement de la population et de l'isolement de certaines personnes âgées avec des robots. Et ils ont développé, il y a une société qui s'appelle Gatebox et qui a développé en fait une présence artificielle d'une jeune fille qui vit avec vous, qui vous envoie des SMS, quand est-ce que tu rentres, tu me manques, on mange ensemble, etc. Et là, on sent qu'il y a de la manipulation qui pourrait être voilà, émotionnelle, liée à la réalité virtuelle très importante, jouant sur des fragilités des gens, etc. Ça pose vraiment une question. Il y a aussi l'immoralité numérique. Alors, l'immoralité numérique, ça va surtout être lié aux gens qui sont décédés. Faire reparler quelqu'un de votre famille, ou bien, par exemple, je crois que c'est aussi au Japon, ils ont sorti voilà, une maman qui a perdu sa petite fille et voilà, ils ont remis sa petite fille sous forme de réalité virtuelle, elle peut rediscuter avec elle. Enfin voilà, on est sur des discussions autour de voilà, est-ce que c'est moral ou pas tout ça. Donc il y a il y a vraiment des choses qui se posent sur cette question aussi. Voilà. Je pense avoir essayé de brosser dans le temps Oui, imparti. tout à fait. On déborde un tout petit peu, mais ça va. Le timing est plutôt Voilà, bien respecté. Catherine nous salue. Merci d'être venue, d'avoir répondu présente pour cet épisode sur l'intelligence artificielle. voilà. S'il y a encore des Euh, questions, on peut prendre quelques minutes pour y oui, répondre, profitez-en. On peut bien garder évidemment. encore la session ouverte pendant quelques minutes. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Voilà. Je Après, vais- bien évidemment, comme disait Nicolas aussi, si vous voulez sensibiliser vos équipes ou travailler avec Tienchi sur justement cette question-là, ça, je crois que c'est important. Là, aujourd'hui, on n'a pas fait d'activité ensemble, on s'est pas exercé, mais ça peut être intéressant de faire travailler les équipes directement sur les outils et de se rendre compte du potentiel. Voilà. Tout à fait, ouais. Ce que je vais faire avant que, parce que je vois les participants qui sont en train de nous quitter, je vais vous mettre un lien dans le chat qui va vous diriger vers la liste des prochains épisodes du Comptoir PEDA. Et comme ça, vous pourrez vous inscrire avec le lien qui est fourni dedans, excusez-moi. Et ça vous permettra d'avoir les sujets abordés. Le prochain qui aura lieu le jeudi 14 mars sera présenté par Amélie Mariota Colombo. Et le thème, c'est l'iPad compagnon idéal des élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc, sujet aussi très intéressant qui préoccupe beaucoup d'établissements scolaires. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir le visionner. On mettra également à disposition un replay. Et dans le lien que je vous ai fourni, vous voyez, c'est notre petite application maison. Si vous allez sur l'onglet vidéo, vous retrouverez des vidéos sur différents sujets, mais aussi tous les replays de tous les comptoirs PEDA depuis le début. Il commence à y en avoir pas mal. Tu as participé, Elodie, à quelques Oui. épisodes. Merci encore Ouais, ouais, ouais. ta participation active. Donc, vous les retrouverez tous à cet endroit. Et dans cette appli, j'en profite pour un petit peu faire la pub. C'est une appli que nous avons créée avec Sébastien, responsable de formation. Vous retrouverez pas que les replays, mais aussi des ressources techniques, des ressources pour les enseignants, comment faire fonctionner tous les outils mis à disposition lorsque vous êtes équipé, ainsi que des conseils d'application par niveau scolaire et des conseils de lien vers des sites internet qui parlent du numérique éducatif. Mm. Donc vous avez également le QR code là que vous pouvez flasher sur votre écran qui vous permettra de réaliser l'inscription. Mm.
Alors, j'ai vu quelques petits Oui, commentaires sur le chat, tout à fait, oui, j'allais effectivement. justement y Quelqu'un venir. qui disait qu'ils avaient plus une approche dans la sanction aujourd'hui plutôt qu'effectivement une approche comme ça d'utilisation. Je pense que oui, au premier regard, c'est un petit peu le réflexe que l'on a de sanctionner ou d'interdire, etc. Et au final, il faut arriver à faire évoluer les équipes. Moi, quand j'ai présenté aux équipes les enjeux qu'il y avait derrière, elles ont toutes reconnu que elles ne pouvaient pas passer à côté et qu'elles avaient un rôle aussi dans l'éducation des jeunes. Hein. Voilà, c'est pas euh, voilà, c'est pas uniquement juste comment dire le rôle du documentaliste, etc. C'est chacun avec un petit morceau qui va pouvoir faire avancer les choses. C'est vrai que je vois que Nico marque la vitesse d'évolution de l'IA est telle que les limites que l'on observe aujourd'hui seront colmatées demain. Et de fait, les stratégies que l'on a développées aujourd'hui pour identifier les vices de l'IA seront à faire évoluer. Alors là, ça, j'en doute pas du tout. Ma petite fiche, la vraie, la fausse image, là, je sais qu'elle n'a pas pour très longtemps. Mais bon, c'est voilà, et c'est vrai que ça, c'est un vrai enjeu en tant qu'enseignant de s'emparer de ce sujet et de parvenir chacun dans sa matière à montrer l'intérêt, etc. De toute façon, on va vivre avec au 21e siècle. Et voilà, ça, c'est un vrai enjeu de pouvoir se poser des questions en équipe aussi. Enfin, moi, par exemple, le scénario de MC, on l'a mis en place dans toutes les équipes avec mes collègues d'histoire géo et ça a bien marché pour tout le monde. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut être créatif face à ces nouveaux enjeux. Voilà. Donc, on peut faire comme s'ils n'existaient pas et effectivement chercher à sanctionner mais au final, on sait qu'on est perdant sur le long terme. Voilà, on sait qu'on est perdant sur le long terme, donc autant les introduire. Et je pense que les jeunes, ils ont vraiment gagné en compétences dans la manière de voir ChatGPT au final. Ils se disent plus, je vais le prendre tel quel. Voilà, je fais une recherche et hop, je prends tel quel. Ça, je crois qu'ils ont oublié ça. Et c'est pas mal finalement qu'ils aient pu évoluer sur leur regard qu'ils avaient par rapport à ChatGPT grâce à cet exercice. Voilà. Donc, après, je suis Et d'accord. puis, ce qui a été surprenant aussi avec notamment ChatGPT, parce qu'il n'y a pas que cet outil Oui. d'intelligence artificielle, mais ce qui a été surprenant, c'est le délai d'appropriation en masse de cet outil. C'est-à-dire que si on compare avec le numérique éducatif qui est arrivé progressivement, ça a démarré il y a maintenant de nombreuses années, ça a pris du temps pour pouvoir arriver à ce que l'on connaît aujourd'hui, tandis que ChatGPT, en quelques mois, ça a explosé. Donc les gens se sont appropriés en masse, et notamment les élèves, cet outil. Et on n'a pas eu le temps vraiment de s'y préparer. Et là, on commence à avoir une réflexion sur ces outils justement pour pas juste sanctionner, mais se l'approprier et puis s'accommoder de cette pratique, quoi. Ah oui, mais là, c'est toute la problématique de la stratégie marketing qui a été beaucoup plus rapide que la stratégie Mhm. administrative et éducative. Donc, c'est vrai que pour les enseignants, c'est compliqué d'arriver à. Généralement, quand il y a une nouveauté, les enseignants, ils ont le temps de s'en emparer, etc. Là, ça a Et là, été. même les enseignants les plus réactifs se sont fait surprendre de toute façon par la Oui, rapidité d'appropriation de l'outil, quoi. c'est ça, tout à fait. Ouais, ouais. Donc, c'était un petit tsunami, voilà. Mais ça permet aussi de faire évoluer nos pratiques et voilà. Il ne faut pas oublier non plus ce qu'il a dit au départ, hein. On reste des enseignants qui sommes là pour motiver, pour être avec nos élèves. Et finalement, c'est ça aussi enseigner, hein. Voilà, on ne va pas nous remplacer par des machines parce qu'il y a ce côté humain derrière, cette sensibilité. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir aussi, voilà, dans nos enseignements. On est là pour accompagner les jeunes, que ce soit avec ou sans le numérique, avec ou sans l'IA. Bon, c'est mieux, je pense, avec un iPad et avec l'IA, mais voilà, on en reparlera. Parfait. Merci beaucoup, Elodie. Nous allons conclure. Nous avons un petit peu débordé. Merci à tous de vous être connectés. Merci pour vos questions et votre intérêt. Vous retrouverez le replay à disposition à partir de demain, je pense, en suivant le lien que je vous ai indiqué dans le chat. Merci, Elodie. Bonne Merci à soirée à tous. tous et Bonne à soirée. bientôt. Rendez-vous le 14 mars prochain pour le prochain épisode du Comptoir PEDA. Bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir. CNC
people around technology,